Salut, c'est Camille. Vous êtes nombreux à m'avoir demandé s'il existait un moyen de soutenir Crimes oubliés. Eh bien, c'est aujourd'hui possible, j'ai ouvert une page Patreon. J'ai fait un choix pour ce podcast, pas de pub qui casse l'ambiance en plein milieu de vos écoutes. Donc pour que le podcast continue à exister à ce rythme et en toute indépendance, j'ai besoin de vous. Vous avez plusieurs possibilités pour me soutenir à votre échelle, je vous laisse le lien de la page directement dans les notes de l'épisode. Merci pour votre fidélité et merci à ceux qui participeront à cette aventure. Et maintenant, place à l'épisode du jour. L'aube est encore grise quand la lourde porte de la prison de Saugues claque derrière Jean, Pierre et Antoine Chastel. 4 jours et pas un de plus à moisir sur la paille et déjà l'air vif de décembre leur fouette le visage. Quand ils sortent, on se contente de baisser les yeux. Je suis Camille Debreuil et je vous raconte aujourd'hui la légende noire des Chastel. Pour le moment, vous ne savez pas pourquoi ces trois-là ont été enfermés, mais promis, je vais vous le raconter dans cet épisode. Retenez juste pour l'instant qu'ils ne sont pas restés longtemps entre ces 4 murs. À ce propos, l'historien Abel Chevalet racontera bien plus tard que le comte de Morangiès, vieil aventurier couvert de dettes, intervint en faveur des Chastel. D'autres jurent qu'un ordre s'est carrément faufilé depuis les antichambres de Versailles jusqu'aux grèves de Saugues pour faire tourner la clé dans l'autre sens. Mais avant tout ça, je pense qu'il faut qu'on revienne sur ces 3 gars, le père et les 2 fils Chastel. Parce que pour le moment, pour vous, le père Chastel n'a fait que tuer la vraie bête du Gévaudan, donc autant dire que c'est un héros. Mais allez, petit zoom sur eux. Jean Chastel, le père, a le visage buriné, dit-on, et les cheveux déjà blancs malgré ses 57 printemps à peine. On l'appelle Loumasco dans la région, ce qui veut dire fils de sorcière. Il lit, il écrit, il tire à merveille, mais ses revenus se sont évaporés au fil du temps. En effet, les registres fiscaux que j'ai retrouvés montrent qu'il ne verse plus que quelques sous de capitation, c'est-à-dire de taxes, quand un paysan ordinaire à l'époque débourse entre 6 et 15 livres par an. Ses voisins n'y voient pas une pauvreté, ils y flairaient un mauvais sort, ou en tout cas quelque chose de louche. Malgré le fait qu'il sache lire et écrire, personne ne sollicite sa signature lors des baptêmes, des enterrements ou des mariages avant 1767, soit l'année où il devient célèbre pour l'assassinat de la bête. Sa plume n'apparaît qu'une fois et c'est pour l'enterrement de sa propre mère. Dans la famille, on retrouve ensuite Pierre, l'aîné des 2 fils. Il dort le plus souvent au pavillon, la maison forestière plantée au cœur des bois de la Ténazère. Il est garde-chasse de la seigneurie d'Apcher. C'est un époux rangé, mais l'odeur des fusils colle à son veston, comme on dit. Il aime bien la poudre, quoi, et il n'hésite pas à s'en servir. Antoine, le cadet, c'est autre chose. Barbe noire, épaules bosselées, regard fuyant, les gens de la Bessère semblent avoir tellement peur de lui qu'ils refusent de le nommer. C'est celui dont on ne doit pas prononcer le nom. Sans blague, il dit simplement « l'homme » quand ils sont obligés de le mentionner. Fugitif dès l'adolescence, il aurait erré chez les Huguenots du Vivarais, puis sur les galères de Toulon, avant d'être capturé par ceux qu'on appelait à l'époque des barbaresques. Là-bas, la rumeur raconte qu'on l'aurait employé dans une ménagerie où il pansait des hyènes et des ours, et que son corps est lacéré de morsures et de griffures. Quand il repasse enfin la Méditerranée, c'est pour se terrer dans les failles du mont Mouchet, avec pour seule compagnie une portée de matins roux, d'énormes chiens de garde. Dans tout le Gévaudan, on susurre que les chiens d'Antoine guident la bête jusqu'aux bergeries, puis reviennent lécher ses plaies. Ah, c'est toute une histoire qui se crée autour de lui et de ses chiens, qui font probablement peur à tout le monde. En creusant un peu plus dans cette famille, j'ai trouvé des archives qui gardent la trace d'un premier coup de sang d'un homme Chastel. Le 8 mars 1745, Joseph Pascal, 16 ans, agonise au fond d'une grange. Son oncle l'a poignardé. L'homme qui tient le couteau, c'est Jean-Pierre Chastel, le frère de l'homme qui tuera la bête 20 ans plus tard.
Condamné à mort, cet assassin disparaît dans les forêts et n'est finalement jamais repris. Pouf, il s'évapore. Ça démarre bien, super ambiance chez les Chastel. Et 20 ans plus tard, la violence semble encore coller à la peau du clan. « 14 août 1765, sur le plateau détrempé du Mont Chauvet. Deux gardes royaux, Pélissier et Lachenay, reviennent d'une battue infructueuse encore une fois, quand ils tombent sur Jean, Pierre et Antoine Chastel, postés sur l'unique sentier qui traverse la tourbière. La pluie de la veille a transformé le chemin en un bourbier visqueux que seuls les gens du cru savent contourner. Lachenay demande aux trois hommes si ça passe, s'ils peuvent traverser à cheval. Jean Chastel hoche la tête, placide, et leur dit « Allez, allez, vos montures n'auront qu'à lever les sabots ». Il sait pourtant qu'au-delà de la première touffe d'herbe, la terre va céder comme des sables mouvants. Les dragons s'engagent, 10 pas à peine, et paf, le cheval de Pélissier s'enfonce jusqu'au poitrail. Celui de Lachenay s'abat sur le flanc, les hommes jurent, s'agrippent aux crinières, appellent à l'aide, mais sur la berge, les trois Chastel éclatent d'un rire mesquin. Antoine, les bras croisés, lance « On vous avait dit que ça passait, pas que c'était solide ». Bon, niveau réparti, c'est quand même pas incroyable, hein. Quand Lachenay tente de sortir sa carabine pour intimider le clan Chastel, Jean, le père, abaisse lentement le chien de son fusil. Un geste net, sans tremblement. Un seul coup suffirait à abattre le garde. Pélissier le sait, il est immobilisé dans la vase et il comprend direct le message. Ils ne tireront pas, mais ils les intimident. Les gardes finissent par se délester de leurs bottes, coupent les sangles, tirent leur monture par la bride comme ils peuvent pour rejoindre la rive opposée, de la boue jusqu'aux hanches, sous les railleries des hommes Chastel. À peine lavés et pansés, ils déposent plainte le soir même. Menaces armées, entraves à la circulation des troupes, outrage à l'uniforme. Le rapport remonte jusqu'à Saugues en même temps que les vêtements maculés de boue. Antoine de Beauterne, qui est sur place, n'a plus qu'à signer l'ordre. Jean, Pierre et Antoine Chastel seront écroués, 4 jours seulement, le temps qu'un mystérieux billet venu d'en haut, dit-on, ordonne de les libérer. Et nous voilà au début de notre épisode. Maintenant, vous savez pourquoi on les a mis à l'ombre un moment. Ainsi, l'embuscade du Mont Chauvet n'est pas une fusillade manquée, c'est une humiliation calculée. Les Chastel n'ont pas tiré, ils ont laissé la terre faire leur œuvre, révélant au passage l'exacte place qu'ils accordent aux représentants du roi, à leurs pieds, dans la boue. On murmure qu'au cœur de cette toile d'ombre se cache un étrange trio. Un comte endetté jusqu'au col, l'arquebusier du roi en quête de gloire, et les Chastel, tireurs redoutés qu'on accuse de converser avec les loups. Le comte Jean-François Charles de Morangiès, cadet de la puissante lignée d'Apcher, a laissé sa fortune sur les tapis de jeux parisiens et dans l'entretien ruineux d'un escadron de dragons. Pour effacer son déshonneur, il ne lui reste qu'un exploit éclatant, ramener au roi la tête de la bête. À l'été 1765, l'homme qui peut le faire briller s'appelle François-Antoine de Beauterne. Porte-arquebuse de Louis XV, Beauterne dirige les battues depuis juin et chaque jour sans trophée écorche donc un peu plus sa réputation. C'est lui qui signe l'incarcération de Jean, Pierre et Antoine Chastel après l'humiliation infligée aux gardes Pélissier et Lachenay dans le bourbier du Mont Chauvet. Mais 4 jours plus tard, comme on le sait, aucune explication, juste un nom griffonné dans la marge, Morangiès. Le même comte qui, quelques semaines plus tard, distribuera des gratifications aux gardes blessés et remettra des fusils neufs aux Chastel. De là part la rumeur. Le comte de Morangiès aurait-il déjà employé Antoine Chastel comme pisteur lorsqu'il commandait les dragons du Languedoc ? Cherchait-il en coulisses des guides capables de mener de Beauterne jusqu'à la bête ? Rien n'est prouvé, hein. On sait seulement que, sitôt les Chastel sortis de prison, les attaques reprennent autour de leur ferme du Mont-Mouchet. Que de Beauterne obtient finalement son loup empaillé et que le comte de Morangiès savoure un regain de popularité bien mérité.
Alors est-ce un pur hasard ou un pacte tacite ? Le registre officiel se tait, mais la légende noire, elle, chuchote qu'un gentilhomme ruiné, un fonctionnaire du roi pressé de réussir et 3 chasseurs à la réputation sulfureuse avaient trouvé, l'espace de quelques années, un intérêt commun, faire taire la bête, ou au moins faire croire qu'on y était parvenu. Au village, on chuchote que Jean Chastel tient une table ouverte pour quelques initiés étranges, qu'il connaît les herbes qui font courir les loups, qu'il commande les nuits d'orage, un sabbat sous les sapins. La moindre anomalie nourrit la crainte. Les pattes avant trop courtes de la bête, son crâne aplati, ses crocs qui semblent sculptés plutôt que naturels. Quand la bête tuée par de Beauterne tombe en 1765 et qu'on l'exhibe à Versailles, le pays doute déjà. Et les meurtres d'ailleurs continuent. Bref, la période est bien sombre. Puis survient mai 1767. Une fillette de 12 ans, Marie Denty, est tuée près de Sepsol. Le lendemain, chose inouïe, Jean et Pierre Chastel signent l'acte d'inhumation. Ils n'avaient pas mis les pieds dans une église depuis 20 ans. 4 semaines plus tard, on les voit carrément partir en pèlerinage à Notre-Dame de Beaulieu, en Lozère. Jean le père fait bénir son fusil, implore la Vierge et fond 3 balles dans une médaille, dit-on, de la Sainte Famille. Lui qui n'entrait jamais dans le cœur d'une église réclame soudain la grâce de tuer la bête. Apparemment, il avait encore une foi très enfouie au fond de lui. Le 19 juin 1767, l'humidité pèse sur la Ténazère. Et on se rappelle de cette journée bénie. Jean Chastel s'avance à pas de velours, le nez encore dans son livre de prière. La bête surgit, puis s'immobilise, elle le fixe comme on reconnaît un maître. Chastel achève sa litanie, replie ses lunettes, se recoiffe, non je rigole, il tire un coup sec et l'animal monstrueux est mort. Le chasseur dira plus tard qu'il avait reconnu fort bien la créature et que celle-ci, je cite, l'avait attendu. Les battus du roi s'étaient égarés des mois durant, mais il aura suffi d'un vieil homme au bal béni pour refermer la plaie de toute une région. On adore. La suite, vous la connaissez un peu. Les autorités expédient l'autopsie à Apcher, on enterre la bête dans un trou paumé, puis on célèbre Jean Chastel comme un nouveau Saint-Michel. Des complaintes se chantent sur les foires, le comte de Morangiès lui serre la main devant témoins et tout le monde est content. L'abbé Pourchet, dans son célèbre mémoire historique, rédigé en 1889 quand même, soit plus de 120 ans après les faits, raconte qu'à la Bessères-Sainte-Marie, il ne restait qu'un trou à l'emplacement de la maison Chastel. Comme si on les avait quand même fait disparaître de l'histoire, mais bien plus tard. Mais enfin, ici, il n'y a aucune preuve, donc ce n'est que pure tradition orale. Reste la question que tout le Gévaudan se pose sous la table. La bête s'est-elle vraiment arrêtée net par hasard ou parce qu'on venait d'abattre un animal dressé pour être la bête ? Pourquoi les Chastel, tireurs reconnus, n'avaient-ils jamais croisé sa route avant qu'on leur confisque leurs fusils, avant qu'on les jette au cachot, avant qu'un comte compromis exige leur libération ? Pourquoi les bergers racontent-ils encore la nuit, je cite, qu'ils ont vu Antoine Chastel descendre le ravin, suivi de sa chienne aux mamelles pendantes ? Les archives se taisent à ce propos, mais c'est vrai que tout ça est un peu gros. L'État tourne la page d'un trait de plume et le peuple du Gévaudan devine qu'on lui cache encore quelque chose. Dans les villages, l'étonnement dépasse la joie. Comment une battue improvisée, avec 12 tireurs mal répartis, a-t-elle pu coincer la bête dans son propre repère ? Pourquoi l'animal est-il resté immobile, tandis que Chastel fermait son bréviaire, rangeait ses lunettes et épaulait tranquillement son fusil ? Les paysans en tirent une conclusion simple, bête et maître se connaissaient déjà. Comme Chastel père avait fait tout ce cinéma quelque temps avant, avec ses prières et son pèlerinage sorti de nulle part, on se demande aussi, miracle ou mise en scène ? Au pays, on chante ses prouesses sur les foires, certes, mais on évite toujours sa porte, la sienne et celle de ses 2 fils. En gros, un oncle assassin, une embuscade tendue aux gardes Pélissier et Lachenay, où l'on se tordait de rire tandis que les chevaux s'enlisaient, des rapports
très étrange avec de très 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 gros chiens agressifs qui font peur à tout le monde, des gars qui vivent en lisière de la société, une foi presque inexistante puis un peu trop mise en avant, sans compter des relations plus que floues avec le comte de Morangiès et avec Antoine de Beauterne. Ça fait beaucoup et c'est un peu dur de fermer les yeux sur tout ça. Alors, héros providentiel ou dresseur de chiens tueurs ? La question flotte encore au moment où je vous parle entre les sapins du Mont-Mouchet. Quand le vent tourne, on dit qu'on entend derrière les ruines le pas lourd d'un chien et le froissement d'une veste rêche. Ça, c'est pour la légende. Peut-être est-ce seulement le souvenir d'un clan redouté, ou peut-être est-ce le vrai fantôme qui plane encore sur le Gévaudan. Une chose est sûre, on a tué quelque chose le 19 juin 1767, mais nul ne sait vraiment si on a, ce matin-là, abattu la bête ou simplement le plus grand secret de la région. Une génération passe. Les Chastel s'éteignent comme ils ont vécu, sans témoins. Le père, Jean, meurt en 1789, au tout début des soubresauts révolutionnaires. Personne ne réclame de messe solennelle. Dans le petit cimetière de la Bessère-Sainte-Marie, terre de sorcellerie, on montre encore quelque temps sa pierre mangée par le lichen à ceux qui ne l'ont pas connue. La légende veut qu'on y ait planté des clous, longs comme ceux des charpentiers, pour être sûr que le vieux Masco ne sorte plus de terre. Des deux maisons du clan, il ne reste que des tas de blocs moussus. Les anciens affirment qu'on les a brûlés par précaution, comme on le fait avec les maisons de sorciers, puis qu'on a laissé l'emplacement nu. Mais encore une fois, ici, rien de sûr. On chuchote pourtant qu'après la victoire du 19 juin 1767, le sang n'a pas cessé de tacher la Margéride. Un jeune vacher qu'on aurait retrouvé lacéré vers l'Orsière, deux fillettes perdues près de Chanaleille, des plaies si nettes qu'un curé les juge incompatibles avec la denture d'un loup. Mais ces échos proviennent surtout du mémoire tardif de l'abbé Pourchet ou relayés par la voix des veillées où l'on se raconte des histoires. Il ne s'adosse ni à un acte d'inhumation complet, ni à un rapport officiel. De toute manière, une fois la dépouille de la bête enterrée, l'intendance cesse d'employer ce mot. Reste donc un vide où s'affrontent la mémoire populaire, qui voit la tueuse rôder encore un petit peu partout, et le silence des registres de l'époque. Après vous avoir raconté la légende de cette famille Chastel qui fait grincer les mémoires, une question subsiste. Et si le monstre n'avait jamais eu de poils ? C'est sur cette question que je vous laisse pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir écouté ce 9e épisode de la saga de l'été. Si vous aimez toujours autant Crimes oubliés, vous pouvez soutenir mon travail sur Patreon, partager le podcast autour de vous, ou bien encore me laisser une note et un avis sur Apple Podcasts, Spotify ou sur votre plateforme d'écoute préférée. À très vite!